Nous sommes aujourd'hui avec le procureur de la République, Hervé Leroy. Hervé Leroy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'essuyer les plâtres avec nous de cette première émission destinée donc aux internautes et aux lecteurs de la Dépêche de Tahiti. On avait envie de faire un petit bilan puisque vous allez bientôt quitter vos fonctions jusqu'au 1er septembre. C'est l'occasion justement dans un premier temps pour essayer de remettre un petit peu les choses en ordre pour les gens qui suivent pas la justice, de savoir comment est organisé le palais. Vous êtes procureur de la République, on sait qu'il y a aussi un procureur général, qu'il y a parfois des avocats, un avocat général. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer le rôle de chacun, une espèce d'organigramme du palais? Oui, bien sûr. Merci de m'inviter d'ailleurs. Je suis très heureux d'être le premier donc à innover en quelque sorte votre émission. Je suis ravi. Non, alors au tribunal, dans un tribunal, vous avez deux personnes, si je puis dire, qui ont en charge la direction de ce tribunal et des services. Le procureur de la République qui s'occupe des magistrats du parquet et le président du tribunal qui s'occupe des magistrats du siège. Alors qui c'est le procureur de la République? On va dire, en schématisant, c'est l'avocat de la société, celui qui représente les intérêts de la société et non pas les intérêts de l'État. Important, et qui est chargé de diriger les enquêtes judiciaires et qui est chargé ensuite, en schématisant, de poursuivre devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises ou la cour criminelle les auteurs de crimes et délits, devant le tribunal de police aussi pour les contraventions de 5e classe. Il y a une hiérarchie qui s'affiche Oui, bien sûr, puisque à la cour d'appel, vous avez l'équivalent, un premier président pour les magistrats du siège, un procureur général pour les magistrats du parquet général, et la cour d'appel est là pour juger en deuxième lecture, si je puis dire, une décision qui a été rendue par le tribunal et qui donnerait pas satisfaction à l'une ou l'autre des parties, ou au procureur de la République. Je parle de la matière pénale. À mes côtés, Damien Grivois, rédacteur en chef pour la Dépêche de Tahiti, qui aura une série de questions bien sûr à vous poser. Les grands thèmes, il n'y aura pas de scoop, hein, bien évidemment. On reviendra sur certaines choses qui ont marqué un petit peu votre séjour au palais en tant que procureur de la République. Et puis les choses qui touchent particulièrement le territoire polynésien. On pense bien évidemment aux violences intrafamiliales, au trafic de drogue et à l'AIS en particulier. J'avais une question moi un petit peu plus personnelle pour démarrer. On se croise depuis quelques mois seulement. J'ai fait mes débuts grâce à la Dépêche et je les remercie comme chroniqueur judiciaire au mois de janvier dernier. Et je vous cache pas qu'on m'avait dépeint un procureur de la République un peu froid, parfois désagréable, en particulier avec la presse. Et je découvre, moi, depuis janvier, quelqu'un qui est toujours souriant, qui plaisante même parfois, qui s'inquiète des gens qui voient dans le palais. J'étais un soir à 20h en audience et vous vous demandiez ce que je faisais là. Est-ce que vous avez eu l'impression de changer pendant ces 7 ans? Est-ce que vous êtes plus détendu du fait que vous allez bientôt quitter votre fonction ou est-ce que de par votre rôle, on a peut-être mal compris qui vous étiez tout simplement? Je pense qu'on a mal compris qui j'étais, et puis j'ai envie de dire, comme tout à chacun, il y a des jours avec et il y a des jours sans, si je puis dire. Donc voilà, c'est ça. Non, je suis pas quelqu'un de particulièrement distant, particulièrement de froid, particulièrement d'incisif. Je suis comme je suis. Vous savez, je dis souvent parce que c'est pas c'est pas mon premier séjour en Outre-mer. Et je dis que quand on est magistrat et notamment procureur de la République en Outre-mer, on doit être à la fois dans la proximité, mais dans la distanciation toujours. Voilà. Donc c'est pas parce que je suis en fin de mandat que je suis plus détendu. Plus détendu. Vous êtes le même, vous êtes resté le même en 7 ans. Je suis resté le même, j'ai toujours la même, le même tempérament, si je puis dire. Encore une fois, il y a des jours où je suis plus préoccupé que d'autres. Voilà. Et ça peut se lire sur mon visage. Le rôle de procureur, c'est un petit peu le rôle du méchant. Dans la pièce de théâtre, on va dire, qui représente une audience. On va dire ça, oui. On peut dire, en schématisant, que c'est le rôle du méchant. C'est celui qui accuse l'accusateur public, qui requiert l'application de la loi, qui demande des peines, qui peuvent être effectivement des peines d'emprisonnement. Moi, je le dis souvent, et c'est vrai que je suis détenteur d'une violence légitime. C'est violent quand je me lève et que je dis les faits sont constitués et je requiers une peine d'emprisonnement de 6 ans avec le maintien en détention à un mandat de dépôt. C'est vrai que c'est de la violence, mais légitime. Mais c'est vrai que c'est un métier effectivement qui peut en quelque sorte apparaître comme étant un métier dur. Rôle du méchant, effectivement. Qui vous rend d'ailleurs la cible privilégiée des avocats de la défense.
Oui, mais encore ici, si je puis dire, les relations avec le barreau sont très cordiales. J'ai connu d'autres juridictions où les relations étaient plus tendues, où on a ce qu'on appelle la défense de rupture, et où, passez-moi l'expression, même si je suis pas très footeux, au lieu de jouer le ballon, c'est-à-dire le dossier, ben on joue contre le procureur. On essaye d'individualiser l'affaire, ce qui est, je trouve ça moi un peu dommageable. C'est pas du tout ce que j'ai connu. Je suis un vieux procureur maintenant, entre guillemets, si je puis dire. J'ai débuté mes fonctions en 1989 et c'est pas du tout ce qui existait à l'époque. Il y avait des relations très cordiales. Moi, encore une fois, l'avocat n'est pas mon ennemi. Et il est absolument nécessaire qu'en face d'un procureur de la République, justement, qui est le méchant qui accuse, il y ait une bonne défense qui puisse apporter des arguments au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises ou à la cour criminelle à charge justement pour les juges qui sont complètement indépendants par rapport à moi qui suis soumis à une hiérarchie puissent prendre une décision en toute sérénité et en ayant analysé justement les arguments, l'accusation du procureur de la République et la défense. Non, il n'y a pas d'ennemi pour le procureur. L'avocat n'est pas un ennemi, au contraire, loin s'en faut. Je suis même très content parfois d'avoir une défense réactive en face de moi. D'avoir une opposition, oui. Il faut être deux pour bien jouer. Exactement. Pour en revenir au football. Exactement, tout à fait. Il y a actuellement, on va partir dans les sujets un peu d'actualité avec Damien qui va vous interroger, notamment sur ces violences intrafamiliales que vous avez eu à gérer, qui restent une priorité et de l'État et de la justice au niveau polynésien. Il y a actuellement une femme dans le coma. Comment vous avez vécu ces 7 ans et comment vous avez vu évoluer ces violences? On a l'impression que rien ne bouge. Si, les choses bougent. Alors déjà, un constat. C'est que malheureusement, les violences intrafamiliales, et au premier chef, les violences conjugales, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble, si je puis dire, du territoire de la République. En métropole, c'était exactement les mêmes problématiques. Souvent, d'ailleurs, il faut dire les choses, souvent liées aux hommes, même s'il y a des femmes qui frappent, mais force est de constater que la plupart des victimes sont des femmes, avec des hommes qui sont bien souvent sous l'emprise de boissons alcooliques ou de stupéfiants. Alors c'est vrai que il y a eu une prise de conscience au plan national qui a été parfaitement relayée ici au plan local. Et donc c'est vrai que j'ai une politique, on va dire, pénale assez offensive qui est demandée par l'État central, par le gouvernement, et qui est déclinée ici avec tout fait de violence conjugale donne lieu à une réponse pénale, y compris pour le premier fait. Et puis après on décline en fonction effectivement de la gravité de ces faits et des antécédents de l'auteur des violences. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de retard à l'allumage dans ce dossier? Je pense par exemple à l'organisation de l'accueil des victimes, où l'organisation est relativement récente, où maintenant dans les commissariats on a des personnes qui sont dédiées pour recevoir les plaintes des victimes, alors qu'il y a eu une époque où les femmes venaient arriver dans des commissariats exclusivement masculins et avaient le sentiment qu'elles n'étaient pas entendues par rapport à la commission des faits. Non, mais c'est sûr qu'on peut pas nier qu'il y a eu une prise de conscience et une évolution positive de la prise en charge des victimes de violences conjugales, des femmes notamment, et que dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, il y a un dispositif qui est parfaitement opérationnel et avec aussi un soutien après le dépôt de plainte, puisque chaque commissariat, chaque brigade, dispose d'une assistante sociale chargé de faire un suivi. On a aussi parfois l'impression, en tout cas c'est le retour qu'on a nous, en dessous nos articles, sur les commentaires des internautes, alors qui ne représentent pas l'intégralité de la population, mais on a souvent l'impression que les gens trouvent les peines trop faibles. Peut-être est-il bon de rappeler qu'il y a tout un contexte à remettre en ligne de compte, qui ramène le revenu à la maison. Est-ce que la victime a maintenu ou retiré sa plainte? Il y a parfois plein de nuances dans ce genre d'affaires qui sont pas forcément visibles au premier à vue. Comment vous faites le tour de tout ça, vous? Vous savez, il faut qu'on applique un grand principe qui est assez ancien dans notre justice, c'est ce qu'on appelle la personnalisation des peines. On a toujours un maximum effectivement légal, de violence conjugale avec une incapacité totale de travail inférieure ou égale à
à 8 jours ou sans ITT, le maximum légal encouru, c'est 3 ans. On pourrait concevoir une justice qui applique ce que j'appelle une espèce d'automaticité. À ce moment-là, il faudrait plus de procureurs et plus de juges. On mettrait la petite fiche dans un ordinateur et puis pop, ça tomberait automatiquement. Non, il y a le maximum légal qui est prévu par la loi. Et puis ensuite, encore une fois, il y a ce qu'on appelle la personnalisation des peines. Il faut juger en fonction, requérir dans un premier temps quand on est procureur. Et ensuite, pour les collègues du tribunal correctionnel, les magistrats du siège, il faut appliquer la loi en fonction de la gravité intrinsèque des faits et de la personnalité, et notamment des antécédents judiciaires. On ne va pas prononcer la même peine pour un multirécidiviste que pour un auteur qui comparaît pour la première fois, même si les faits qu'il a pu commettre sont graves, objectivement. Mais vous savez, c'est un vieux débat, mais comment dirais-je, cette observation, elle est partagée partout, encore une fois, sur le territoire de la République, qu'on soit en Polynésie, qu'on soit dans l'Hexagone, qu'on soit dans d'autres territoires ultramarins, c'est toujours la justice est laxiste. Non, elle est pas laxiste. Puis encore une fois, la justice se doit d'être humaine et d'appliquer les principes généraux. Encore une fois, la personnalisation des peines. Et je puis vous dire que à Tahiti, en Polynésie française, le tribunal n'est pas du tout laxiste. Ouais. Vous avez eu l'occasion également à plusieurs reprises de saluer la manière dont, puisque vous comparez souvent la Polynésie et la métropole, à l'instant encore pour nous dire que c'était la même chose, quels sont selon vous ce qui peut différencier justement la manière dont on traite ce genre de dossier et les autres en Polynésie et en métropole, même si la loi est la même pour tous, hein. Je vous ai déjà entendu dire que les Polynésiens étaient plus respectueux ou de l'uniforme ou du juge ici comparé à certains endroits de la métropole. Mais c'est vrai, je le réitère, je le maintiens, je persiste, je signe. J'ai rien à retrancher ni à ajouter. Moi, j'ai le plaisir d'être ici parce que justement, nos compatriotes du Fénois ont des valeurs. Ont des valeurs, et je le dis, qui sont malheureusement perdues dans l'Hexagone, je le dis, et dans d'autres peut-être territoires ultramarins. Aussi, on est respectueux ici. On a des valeurs, on a, même si certaines personnes commettent des actes, effectivement, qui sont choquants, mais la famille a du sens. Les anciens, ça a du sens. L'autorité, ça a du sens. Et vraiment, c'est extrêmement agréable. Vous savez, avant de venir ici, j'étais procureur de la République adjoint à Nice. Pas une seule audience sans un outrage. Certains policiers même me disaient, monsieur le procureur, on vous ramène à la maison ce soir dans le véhicule de service. Ici, en Polynésie française, en 7 ans d'exercice, je n'ai eu qu'un seul outrage. Et je peux vous dire que cet outrage, il était relativement sympathique. On m'a traité de pingouin. Oui. Avec tout ce que j'avais entendu, si vous voulez, dans l'Hexagone, pingouin, je me suis même interrogé. J'avise l'huissier audiencier qui est du pays et je lui dis, mais pourquoi il me dit pingouin? Il dit, mais procureur, regarde, ta robe, elle est noire et puis t'as ton rabat blanc. Et ce monsieur, il avait outragé le procureur, entre guillemets. Même si c'était un outrage, pingouin. Et le tribunal, pourquoi? Parce qu'il voulait être jugé tout de suite dans le cadre de la comparution immédiate et son dossier avait été appelé une première fois. Et en fait, on avait dû le renvoyer, le tribunal avait dû le renvoyer pour une raison que je vais pas expliquer ici. Ce monsieur m'a écrit ensuite une lettre pour me présenter ses excuses. Je l'ai rencontré ensuite en détention à Tatoutou. Quelques mois après, 6 ou 8 mois après, il a renouvelé ses excuses. On a du respect ici pour l'autorité, qu'elle soit civile, le tabana, qu'elle soit religieuse, le prêtre, le pasteur, qu'elle soit militaire et qu'elle soit judiciaire également. Et ça, je tiens à le souligner. Je suis désolé, peut-être que l'Hexagone et d'autres territoires ultramarins pourraient prendre exemple sur la Polynésie. Est-ce que vous n'avez pas eu aussi parfois la surprise d'avoir des prévenus qui avouent des faits pour lesquels ils n'étaient pas, qui n'étaient pas les faits de la prévention? C'est-à-dire, j'ai vu des trafiquants d'ice avouer qu'ils avaient importé 1 kilo de Los Angeles 6 mois avant, fait dont la justice et la police n'étaient pas du tout au courant. Oui, parce que je pense que, oui, tout à fait, c'est un peu surprenant quand on vient de l'Hexagone, effectivement, où il faut dire les choses, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les faits sont systématiquement niés. Ici, on reconnaît les faits, mais pourquoi? Parce que justement, ça relève de la culture polynésienne. C'est-à-dire, quand on est en faute, on le reconnaît
et passez-moi l'expression. Une culture biblique, vous voulez dire? Je pense qu'effectivement l'influence de la religion, des religions ici est un facteur qui peut expliquer que on soulage sa conscience. Et d'ailleurs, il y a des expressions qui sont assez typiques, qui empruntent au registre un peu religieux. Quand souvent les prévenus, vous le savez, à l'audience, de dire j'ai honte, ça fait honte. Je demande pardon à la famille que j'ai pu blesser, la famille de la victime. Je demande pardon au procureur, je demande pardon au tribunal et le prévenu de conclure, je vais porter ma peine. D'accord. Comme d'autres ont porté leur croix. Sur les violences intrafamiliales qu'on a abordées en début d'entretien, je vous ai entendu insister sur un aspect qui est la volonté du parquet d'écarter l'agresseur du domicile conjugal, là où bien souvent c'est la vainée qui part avec des fois ses enfants sous le bras pour trouver un accueil qu'elle trouve ou qu'elle ne trouve pas. Comment, au niveau de la justice, ça se traduit? Quel est le texte qui a été modifié ou quelle est la consigne peut-être que vous avez donnée aux autorités qui s'occupent de ces personnes-là pour que dorénavant ce soit effectivement l'agresseur qui doive quitter les lieux? Alors l'éviction du conjoint violent, comme on dit, c'est un principe général qui a été effectivement énoncé par le garde des Sceaux dans le cadre de sa politique, dans le cadre de la politique pénale gouvernementale. Et il a fallu ici le décliner localement. Et pour ce faire, eh bien, il faut discuter avec les partenaires. Parce que ça se décrète pas. Oui, il faut éloigner le conjoint violent, mais pour l'héberger où? Et pour qu'il y ait une prise en charge psychosociale, comme on dit, comment, de quelle sorte? Donc il faut nouer des partenariats. Vous savez que le procureur de la République, c'est celui qu'on voit le plus souvent dans les médias. La preuve, je suis devant vous, mais il y a une équipe derrière lui et il y a des services que je distribue avec des collègues qui sont en charge des différents contentieux, dont le contentieux violence conjugale. Et j'ai invité effectivement un magistrat de mon parquet à travailler ce sujet, trouver des solutions. Oui, mais ici comme ailleurs. Vous savez, j'étais sur la Côte d'Azur, vu le prix du mètre carré, on avait beaucoup de difficultés à trouver des logements pour les maris violents. Certains, d'ailleurs, politiques, ne comprenant pas pourquoi on allait se préoccuper des maris violents à loger, alors qu'il y avait un problème déjà de base de logement tout court. Et là, on a pu effectivement nouer, mais c'était des liens qui ont été noués dès 2019 avec une association tout à fait remarquable, Emma Wata, pour redonner l'espoir. Et donc la convention a été conclue en 2019 et renouvelée récemment. Renouvelée avec une place en plus, et améliorée, crois, oui. Puisque maintenant on peut avoir 3 lits au foyer à la maison du Bon Samaritain pour les hommes et puis un lit pour les femmes, effectivement, au foyer la Samaritaine. Et ça, c'est grâce, encore une fois, à l'investissement, l'engagement de la collègue du parquet à qui j'ai confié cette mission, et puis des partenaires, et notamment, et au premier chef, l'association Emma Wata pour redonner l'espoir. Ça reste insuffisant, j'imagine, par rapport à la réalité du besoin? Bien sûr que ça reste insuffisant, mais c'est déjà mieux que rien. Oui. Voilà. On voit des affaires de violence. Alors, il y en a qui arrivent en audience, d'autres qui doivent être réglés par le biais de l'amende ou de comparution pénale. On a une idée du nombre de cas, je ne sais pas, par semaine ou par mois. J'ai l'impression que c'est des dizaines et des dizaines, moi, par semaine. C'est vrai, oui, par semaine, vous le voyez bien, malheureusement, on fait déférer beaucoup de personnes, soit parce que les faits sont extrêmement graves, même s'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, soit parce que c'est des récidivistes. Et donc, il n'y a pas une seule audience de comparution immédiate où on n'a pas deux. Il y en a 2 d'audience de comparution immédiate, les lundis et jeudis. Et à chaque fois, on a deux ou trois dossiers. Hein. Donc, faites le compte, ça fait 4 à 6 par semaine, donc multiplié par 4. Et puis, il y a tout ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Un monsieur qui frappe sa panne, on va dire pour la première fois, mais bon, il faut une réponse pénale. Donc, je l'envoie devant le délégué du procureur pour qu'il puisse bénéficier d'une alternative. C'est souvent l'obligation de suivre un stage de sensibilisation justement aux violences conjugales, par la page.
Sauf erreur, le prévenu a toujours la possibilité de refuser ou de demander d'avoir le temps de préparer sa défense. Est-ce que la comparution immédiate est d'une certaine manière un peu une justice au rabais, une justice rapide et dont la rapidité ne permet pas d'aller vraiment dans le fond du dossier? Non, non, pas du tout. C'est pas du tout une justice au rabais, c'est une justice, une bonne justice qui est d'ailleurs voulue par le législateur, puisqu'il y a une réforme en 2019 qui me permet maintenant de faire des comparutions immédiates à délai différé. D'ailleurs, ça peut paraître assez antinomique, comparution immédiate à délai différé. Mais bon, l'idée c'est de dire que il y a eu des actes qui doivent être encore... on attend le résultat de certains actes et donc il faut un délai de 2 mois. Donc je fais déférer la personne. Non, c'est pas une justice au rabais. Et puis la personne, les droits de la défense sont préservés parce que, comme vous le savez, la demande de renvoi est de droit. Et de droit pour la personne qui est déférée. À chaque, voilà. Mais elle n'est pas proposée. Elle est de droit. Et puis la personne peut aussi solliciter du tribunal, si elle le souhaite, des actes complémentaires. Souvent le tribunal d'ailleurs ordonne, ça vous a pas échappé, dans ce type d'affaires, des ordonnances, des expertises psychologiques ou des expertises psychiatriques. Non, c'est pas une justice au rabais. C'est une justice rapide, nécessaire, mais c'est pas une justice au rabais. A contrario, lorsqu'une décision pénale est rendue 10, 15, parfois 20 ans après la commission des faits, est-ce que là, on n'a pas, dans l'autre sens, un problème? Oui, c'est vrai. Je peux pas vous dire le contraire. C'est vrai que, vous le savez, dans les affaires dites économiques et financières ou politico-financières, vous avez tous les noms en tête, le Fonds de développement des archipels, l'affaire Le Gaïc, l'affaire Haddad, des faits qui dataient parfois de 2004, 2005, 2002 et qui ont été jugés en 2020, 2021, 2022. C'est vrai que c'est trop long. C'est le talent des avocats pour obtenir des renvois. On a l'impression que tout le monde s'en plaint. Alors peut-être pas sur les mêmes dossiers, sur les mêmes affaires, mais parfois les avocats s'en plaignent, parfois c'est les procureurs qui peuvent se plaindre de cette lenteur de la justice et d'un rythme parfois à géométrie variable selon les dossiers. Mais vous savez, les dossiers auxquels je fais allusion ont fait l'objet d'une procédure d'instruction. Le juge d'instruction a été saisi et c'est vrai que la procédure d'instruction peut être longue parce que de multiples possibilités de demandes sont offertes aux personnes mises en examen, multiples recours, et c'est vrai que dans les dossiers que je viens d'évoquer, systématiquement c'est allé à la Cour de cassation. Ça a pris, comme disait Fernand Reynaud, comique, mais bon, ça commence à dater un certain temps. Un certain temps. Sur ces délais, pour les améliorer, justement, le problème, c'est uniquement un manque de moyens humains ou il y a d'autres raisons? Non, très honnêtement, c'est un problème aussi de moyens humains, au-delà de ce que je viens d'évoquer. Et puis, j'ai envie de dire aussi, si des droits sont ouverts, il est légitime de les exercer. Alors c'est vrai que quand ça va à la Cour de cassation, encore une fois, ça prend un certain temps. Non, c'est un problème, effectivement, je le dis, de moyens humains, de magistrats et de fonctionnaires. Oui, tous ceux qui sont quelque part un peu en background, les équipes derrière. C'est une chaîne pénale. Vous savez, le procureur, le juge, sans le fonctionnaire, sans le greffier, il est rien, il n'est pas grand-chose, il peut rien faire. Il y a donc, on va revenir peut-être un petit peu sur certaines grandes affaires, justement par rapport à ces délais. Je crois qu'il y avait Damien qui voulait vous interroger, notamment sur un docteur célèbre. Alors, il y a un docteur célèbre, mais avant d'aborder le docteur célèbre, je voulais faire un point avec vous sur l'affaire une des affaires les plus retentissantes de ces dernières années, en tout cas notamment par le préjudice financier, c'est l'affaire des annuaires de l'OPT. Sauf erreur, il y a un moment, les poursuites ont été abandonnées par prescription, mais il y a eu un appel de l'OPT et du parquet. C'est bien là où on en est actuellement? Non. En fait, les poursuites n'ont pas été abandonnées en raison d'une prescription. Non, c'est précisément la défense qui a fait valoir un argument selon lequel l'affaire était prescrite
Je ne vais pas rentrer dans le détail et dans les péripéties procédurales, puisqu'il y a eu de multiples recours dans ce dossier, d'aller-retour entre la Cour d'appel, le tribunal, la Cour d'appel, la Cour de cassation. Enfin bref, ce que je puis vous dire, c'est que récemment, la Cour de cassation a été saisie sur un pourvoi du procureur général, puisque la Cour d'appel de Papeete avait dit que l'affaire était prescrite, et que la Cour de cassation a dit non, l'affaire n'est pas prescrite, doit se poursuivre, et a renvoyé le dossier devant la juridiction de Paris. On reparlera de cette affaire, mais pas ici à Paris. D'accord. Voilà. Gaston Floss est susceptible d'être condamné dans ce dossier-là. Enfin, il n'y a pas que lui en l'occurrence. Comme il l'avait été en première instance, avec une peine assez lourde. Oui, absolument. D'accord. Alors on peut effectivement poursuivre sur une personne qui a défrayé la chronique dans le cadre de la crise Covid, qui est le docteur Théron, qui a accueilli de manière un petit peu musclée des auxiliaires de justice. C'est aussi un dossier qui a été énormément renvoyé. C'est-à-dire que chaque fois que l'audience était prévue, c'est la défense, le renvoi, ou c'est diverses raisons? Oui, c'est la défense qui a obtenu ce renvoi, qui avait déjà sollicité dans un premier temps une expertise médicale du prévenu, du docteur Théron. Une expertise médicale aussi a été ordonnée concernant la victime, l'huissier de justice. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu un certain nombre de renvois pour des motifs variés. Enfin, ça revient fin septembre, je crois, 23 ou 26 septembre. Je l'ai noté, effectivement, les faits avaient été commis les 16 et 18 septembre 2021. J'avais donc délivré une convocation en justice pour le 29 octobre 2021. 29 octobre 2021, effectivement, il y a eu une succession de renvois avec quand même un contexte qui était assez particulier. Vous le savez que l'année 2022 quand même a été marquée par un scrutin important, les législatives, et donc ceci explique cela. Monsieur Théron avait sollicité des renvois qui ont été accordés par le tribunal parce que, encore une fois, les demandes sont parfois justifiées. Donc il y avait eu, on parle du docteur Théron et de son nombreux renvois. On s'attardera peut-être dans quelques minutes sur l'affaire Tefana. Je me souviens qu'au début du procès d'appel, le juge avait proposé à Monsieur Temaro un renvoi justement parce qu'il y avait les élections. Dans une interview que vous avez donnée récemment, je crois, à Tahiti Info, vous parlez de la manière dont vous avez vous aussi parfois tempéré les actions de justice. Est-ce que dans ces cas-là, vous êtes le seul à décider de ce timing justement? En tout cas, moi, procureur de la République, qui est la maîtrise de l'action publique, comme on dit, des poursuites, oui, moi, voilà, tout à fait. Donc, et là, je le répète, il m'apparaissait important de temporiser, de laisser le temps au temps, compte tenu, encore une fois, des scrutins qui ont été ouverts en 2022, 2023, avec en plus, vous le savez très bien, une campagne qui avait été ouverte bien avant la date officielle et de la campagne officielle. Donc j'ai trouvé opportun de temporiser. Au palais de justice. Au procureur de la République surtout, auquel on aurait pu dire, tiens, avant le scrutin, il initie des poursuites contre telle personne appartenant à tel parti politique, donc on aurait pu interpréter ça comme une espèce d'intervention. Susceptible d'être interprété. Oui, mais quand il s'agit, vous le savez très bien, de personnes qui ont des responsabilités politiques, ça donne lieu toujours à de grands débats. Alors, s'il y a de grandes interrogations. On vous a prêté tout un tas d'intentions. C'est le dossier de. On va l'appeler deux. Le dossier Radio Tefana et le dossier Oscar Temaru, on peut presque le séparer, puisque la saisie sur son compte bancaire de plusieurs millions de francs a fait beaucoup de bruit. Une saisie qui a été annulée ensuite. Est-ce que c'est un couac? Cette saisie d'argent sur le compte d'Oscar Temaru, puisqu'elle a été invalidée par la suite ou pas? C'est pas du tout un couac, puisque moi j'ai estimé, si vous voulez, qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics et recel.
ça relève plus de mes prérogatives maintenant, puisque c'est Paris qui est en charge cette affaire. À l'époque, j'avais jugé utile effectivement d'ordonner une saisie en valeur d'une partie, pas de l'intégralité, d'une partie du solde créditeur du compte bancaire de monsieur Temarou. Il y a eu effectivement plusieurs recours, 2 arrêts de la Cour de cassation, et le dernier en date a été effectivement rendu le 8 mars 2023 et a cassé un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Papeete qui disait qu'il n'y avait pas lieu à saisie et qu'il fallait restituer les fonds. Et la Cour de cassation a dit non, la saisie était légitime, c'est très récent, hein, et donc l'affaire, là aussi, est renvoyée devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Au niveau du grand public, on puisse se poser parfois des questions, ou en tout cas avoir des difficultés de compréhension, lorsque par exemple, toujours dans ce même dossier, une relaxe générale est prononcée dans le dossier de l'affaire Radio Tefana, où il y avait quand même une amende, je crois que c'était 100 millions. 100 millions pour la radio. 100 millions pour la radio qui avait été prononcée. La justice n'est pas monolithique. Elle peut dire et se dédire en fonction des juridictions, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien, c'est heureux même, c'est le fonctionnement normal des institutions, je le disais. Oui, que ce soit pas une fois et une fois. Le tribunal correctionnel peut estimer que la personne est coupable ou innocente. Il y a appel et la cour d'appel, effectivement, peut revisiter le dossier en son entier et décider autrement. Et puis ensuite, effectivement, on a la Cour de cassation qui est à Paris et qui juge elle, le droit, savoir si le droit a bien été respecté et si la procédure a bien été observée. Donc là, il y a eu un pourvoi en cassation fait par le procureur général. Il appartiendra à la Cour de cassation de se déterminer, comme dans les autres affaires que j'ai évoquées. Vous comprenez, c'est la défense d'Oscar Temarou et le leader de Tavini lui-même avait comparé certaines dates avec son intervention à l'ONU, la première poursuite, une deuxième avec la relance et la saisie de son compte. Est-ce que vous comprenez que dans la tête, en tout cas peut-être de ces militants, d'une partie de la population, cette correspondance de dates puisse susciter des interrogations? Non mais moi, il n'y avait pas de... Enfin, encore une fois, il peut y avoir un ressenti, mais qui, je le dis, ne correspond pas à la réalité. Je n'ai été guidé dans cette affaire Radio Tefana et dans l'autre affaire par aucun impératif, aucune volonté de faire coïncider un acte d'enquête ou un acte de poursuite avec ce qui pouvait intéresser au plus près le parti de M. Oscar Temarou. À titre personnel, voilà un peu une espèce d'aparté, vous comprenez le combat pour la souveraineté et l'indépendance de la Polynésie? Mais moi, je comprends parfaitement, oui, mais toutes les idées, les idées et les positions politiques sont respectables et j'ai pas à dire quoi que ce soit sur tel ou tel parti politique. Encore une fois, moi je suis pas guidé par une quelconque volonté politique. C'est pas le rôle d'un procureur de la République. Vous savez, dans procureur de la République, vous avez République. Un procureur, il se doit d'être républicain et d'appliquer la loi. Encore une fois, je le dis, toute la loi, rien que la loi. Il n'a pas à faire passer ses idées, ses convictions, et se servir pour se faire de ses prérogatives juridictionnelles qui lui sont données par le législateur. C'est pas possible, ça. Il a tort de se dire que, par exemple, il a fallu que le CEP, le Centre d'expérimentation, cesse ses activités. Ça coïncide à peu près avec des affaires judiciaires qui sont sorties concernant le parti au pouvoir. On a l'impression qu'avant 95-96, Gaston Floss était relativement libre de ses mouvements. On a l'impression qu'il y a une sévérité du parquet qui s'est accrue
à partir du moment où finalement il ne jouait plus ce rôle essentiel qu'on lui demandait de jouer, de rempart contre Oscar Temaru, de défenseur de la bombe française. Il faut vraiment séparer. La justice n'a jamais été instrumentalisée pour laisser en place un leader qui défendait le mieux pour Paris la position française. Non, absolument. Enfin, je vous confirme, moi, je n'ai jamais reçu une quelconque instruction de Paris concernant une affaire ici politico-financière mettant en cause soit un membre du Tavini, soit un membre du Tapua ou du Tawera. Très honnêtement, ça relève, je vous le dis franchement, du fantasme. Certains, je l'ai entendu ça, certains disent oui, le procureur Jean Bianconi a été nommé pour protéger Gaston Floss. Le procureur José Torel a été nommé pour combattre Pour le descendre. Gaston Floss. Et on m'a dit, j'étais complètement ébahi, et de dire, et le procureur Hervé Leroy a été nommé pour combattre Oscar Temaru. Mais c'est une ineptie. Franchement, c'est une ineptie. Il y a quand même des directives de la chancellerie, mais elles sont jamais de ce type-là. La chancellerie, elle va vous dire, mettez l'accent sur les stupéfiants, mettez l'accent sur les accidents de la route, peut-être. Oui, mais ça, déjà il faut bien comprendre le système. La politique pénale gouvernementale est déclinée sur le plan national, et puis après, il appartient à chaque procureur de la République de la répercuter. Et le procureur de la République, c'est pas un électron libre qui fait ce qu'il veut sur son ressort. Il reçoit lui-même des instructions du procureur général de la cour d'appel, parce que le parquet est hiérarchisé, lequel procureur général lui dit concrètement, ça se passe comme ça ici, dis-moi procureur, faut qu'on se voit. Tu as lu la dernière circulaire sur les atteintes à la probité, la délinquance routière, voilà ce que je veux que tu mettes en place. C'est le système effectivement de la hiérarchisation du parquet. Le procureur, il fait pas ce qu'il veut dans son coin en disant tiens, il n'est pas dans la toute puissance, c'est pas un roitelet. Par rapport justement à la manière dont pas des consignes et pas des ordres, mais des centres de Paris. On a entendu récemment, notamment après l'accident de l'humoriste Pierre Palmade, la volonté de mettre en place un délit d'homicide routier. Est-ce que vous soutenez cette idée et où en est-on aujourd'hui par rapport à ça? Oui, comme vous, je suis au fait de cette actualité. Oui, c'est bien de mettre effectivement les bons mots. Il ne m'appartient pas en tant que procureur de la République de commenter la loi, effectivement. Certains de nos compatriotes sont choqués par le terme homicide involontaire ou blessures involontaires, alors que l'auteur des faits a sciemment pris le volant alors qu'il était sous stupéfiants, sous alcool. Ils se disent, mais il était dans un état second, il devait savoir qu'il pouvait créer un danger et ôter la vie. Donc oui, si on peut parler d'homicide routier ou de blessures routières, pourquoi pas. On a fait la même chose, vous savez, en matière de violences sexuelles, les agressions sexuelles et les viols au caractère incestueux. Ça a été effectivement explicité par le législateur, il a pointé le doigt. Ça n'a pas pour autant modifié la peine. Ouais. C'est ça qui est important de retenir. Ouais, mais c'est bien de faire de la sémantique parfois. Pas toujours, mais là c'est bien. Comment est-ce que les différents procureurs, les magistrats font remonter les informations des palais, par exemple, sur ces affaires routières? Est-ce que vous avez moyen, vous, de donner votre avis pour une future adaptation d'une loi quelconque? Oui, on est sollicité, puisqu'effectivement ce sont les attributions du procureur général et du procureur de la République. Régulièrement, je fais des rapports à la demande du procureur général, lequel lui-même est actionné par le garde des Sceaux, sur telle et telle thématique qui intéresse l'ensemble des justiciables. Donc oui, on fait régulièrement des rapports sur une thématique précise, et puis chaque année, on fait ce qu'on appelle un rapport annuel du ministère public, où on expose ce qui a été fait au cours de l'année, et on dit ce qui a été décliné localement s'agissant des priorités de la politique pénale gouvernementale.
Par rapport à ces priorités, on sait que l'une des vôtres a été le combat contre le trafic de méthamphétamine, notamment. On a l'impression que le cannabis est un peu passé au second plan. Je me trompe ou pas? Non, vous vous trompez. On est toujours attentif à lutter contre le trafic de Pacalolo, comme on dit ici, parce qu'on sait très bien, et ça a été révélé dans les dossiers, que le trafic de Pacalolo peut permettre, c'est un marchepied en quelque sorte, qui peut permettre de basculer dans le trafic d'ice et de faire les deux, trafic de Pacalolo et trafic d'ice. Donc on est attentif aussi au trafic de Pacalolo. Là aussi, on a parfois des retours de lecteurs qui trouvent les peines un peu faibles. J'ai le souvenir d'une affaire récente où on parlait de 21 kilos avec quelqu'un qui risque par le jeu des remises de peine de ne passer que 2 ou 3 ans en cellule. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît, vous, par rapport à votre rôle, normal, j'ai envie de dire? Non, mais encore une fois, tous les Français s'interrogent sur le sens, si je puis dire, des peines et la prétendue absence de sévérité des tribunaux correctionnels. Vous n'êtes pas déçu? Vous n'êtes jamais déçu, vous, quand j'entendais la peine prononcée? La preuve, c'est que je fais appel. Non, mais je fais appel, quoi. Je vais pas commenter une décision. Je suis pas satisfait. J'ai pas été rempli de mes droits, comme on dit. Au nom de la société. C'est important de le souligner, ça. Moi, je fais pas ça parce que c'est pas un combat personnel, là aussi, que je mène. Hein. Moi, je représente effectivement je suis l'avocat de la société, on va dire. Je représente les intérêts de la société. Je défends nos valeurs sociales, nos valeurs républicaines. Non, il faut rappeler les choses quand même. Trafic de stupéfiants, ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et puis, j'ai les chiffres, là, 7 500 000 euros, soit 894 988 074 francs pacifiques. Ça commence à faire. Il y a la peine privative de liberté, puis il y a aussi les peines de confiscation, et Dieu sait si elles sont prononcées par le tribunal correctionnel. Donc voilà, est-ce qu'il faut monter la barre plus haut? C'est pas à moi de le dire, c'est au législateur de modifier la loi. Et je dirais simplement ceci, je me répète, je suis un vieux procureur maintenant. Mon premier poste, ça a été en 1989, et j'avais justement le contentieux stupéfiant. Je peux vous le citer encore, cet article, il m'est encore resté en mémoire, alors que les articles du nouveau code pénal, j'ai encore des difficultés à les mémoriser. C'était le L627. Il y a eu un film d'ailleurs extraordinaire, le L627 du code de la santé publique. À l'époque, j'allais devant le tribunal correctionnel et j'ai requis des peines effectivement extrêmement lourdes. On pouvait aller jusqu'à 20 ans. 20 ans, le trafic de stupes. Le législateur a décidé qu'il fallait ramener la barre, passez-moi l'expression, à 10 ans. Dont acte, je suis là pour appliquer la loi. Pas du tout. C'était un délit, justement. Mais c'est pas devenu ensuite... Oui, mais avec une réforme, tout à fait. Mais moi, quand j'ai débuté dans ce métier, si je puis dire, c'était le L627, c'était un délit et on encourait 20 ans. Et justement, le législateur, alerté par certains, notamment certains hommes de robe, a dit non, 20 ans, c'est une peine qui est de nature criminelle, donc on rabaisse à 10 ans. Pays comme les États-Unis ou même l'Allemagne qui est en train de l'envisager, assouplir considérablement leur législation sur le cannabis. Je ne suis pas certain que ça règle la difficulté, le problème de la toxicomanie et du trafic de stupéfiants en général. Je crois que les Pays-Bas en reviennent un peu. Mm-hmm. Vous n'attendez pas ça pour avoir moins de travail quelque part? Oui, on peut attendre ça pour avoir moins de travail, mais moi, du coup, avoir plus de temps pour d'autres dossiers peut-être. Ouais, mais ce que je vois, c'est l'intérêt de la. Enfin, je suis pas le législateur, encore une fois, il m'appartient pas de dire il faut légiférer dans tel ou tel sens, mais je trouve que le dispositif qu'on a actuellement en France, en tout cas, il est pas si mauvais que ça. Hervé Leroy, procureur de la République jusqu'au 1er septembre. Un mot sur le rôle qui va être le vôtre après cette date? Alors, comme je le dis souvent, j'ai été nommé ici en septembre 2016 comme substitut général au parquet général de Papeete, délégué dans les fonctions de procureur de la République. Donc, je vais regagner, si je puis dire, passez-moi l'expression, la maison mère, le parquet général. Je serai substitut général, comme il a été décidé en 2016, et puis j'exercerai les fonctions de ministère public en appel. Ce sera en appel. Et voilà. Est-ce que vous risquez pas de tomber en appel sur des affaires sur lesquelles vous avez travaillé en première instance? Ah oui, ça posera aucune difficulté, au contraire. C'est des cas de figure qui existent. Ça sera le.
cas-là? Ah bah surtout pas. Moi, je suis, si vous voulez, je ne suis pas un juge, moi. Je ne suis pas tenu à l'impartialité, comme on dit. Moi, au contraire, je suis procureur de la République, je suis partie principale au procès pénal et j'accuse. Donc j'ai un parti pris. Donc ça ne posera aucune difficulté, vous savez. Et vous l'avez vu ici, un magistrat du parquet général peut descendre en première instance pour requérir devant le tribunal correctionnel et l'inverse. Un magistrat de première instance peut être appelé à requérir à la cour d'appel. Donc non, ça pose aucune difficulté. L'inverse n'est pas vrai. Un juge qui a été juge au tribunal de première instance ne pourrait pas juger en appel s'il était nommé conseiller à la cour d'appel. Dans la foulée de ce qu'on disait tout à l'heure sur les violences intrafamiliales et notamment les violences sexuelles, en principe, selon le droit français, à partir du moment où il y a une pénétration, même digitale, c'est un crime. C'est censé donc relever de la cour d'assises. Il y a énormément d'affaires qui sont correctionnalisées, qui passent en correctionnel. Je pense que c'est pas spécifique à la Polynésie. Est-ce que c'est satisfaisant d'un point de vue de la justice? Pourquoi est-ce que finalement on a des textes qui indiquent clairement quelle voie dans laquelle on est censé se trouver, puis finalement, pour la victime, c'est quand même quelque chose de plus... Le coupable, le prévenu, en l'occurrence, puisqu'il va passer en correctionnel, n'encourt pas la même peine qu'il passe en correctionnel ou aux assises. Oui, tout à fait, mais déjà, la correctionnalisation judiciaire, comme on dit, c'est-à-dire transformer en opportunité un crime en délit, ça date pas d'aujourd'hui. Qui décide? L'avocat le demande, c'est le procureur l'estimé. C'est, si vous voulez, une décision en quelque sorte qui fait l'objet d'un avis de chacun. Il faut qu'il y ait une unanimité, si je puis dire. Qui emporte nécessairement et principalement l'accord de la victime. L'accord de la victime. Et ensuite, effectivement, du procureur. C'est quoi l'avantage? C'est d'avoir une justice plus rapide plus rapide et puis moins, comment dirais-je? Vous savez que un procès criminel est lourd avec l'audition de témoins, d'experts. Donc là, en correctionnel, effectivement, c'est plus rapide. Mais ça date pas d'aujourd'hui, la correctionnalisation judiciaire. Et de toute façon, si on voulait garder effectivement... sans possibilité de disqualifier les faits, mais alors c'est pas des cours d'assises ou des cours criminels qu'il faudrait, mais c'est des centaines, et il faudrait siéger du 1er janvier au 31 décembre sans discontinuer. Vous êtes, je crois, vous-même plutôt partisan de cours d'assises traditionnels avec jury populaire en Polynésie par rapport à une réforme qui invite le système à avoir des jugements uniquement avec des magistrats professionnels? Oui, c'est ce qu'on a fait remonter, effectivement, les magistrats du ministère public, mais les magistrats du siège également, en disant qu'effectivement, en Polynésie, au regard de la spécificité, comme ça peut se passer d'ailleurs dans d'autres territoires ultramarins, c'est bien de garder des jurés populaires. Des jurés populaires et donc polynésiens. L'occasion d'une question un peu générale sur cette vision qu'ont les Polynésiens d'une justice franie, d'une justice française. On peut lier à ça une espèce d'océanisation des cadres. On a l'impression qu'elle n'existe pas chez les magistrats et chez les procureurs. Est-ce que vous comprenez ce ressenti de la population? Ah, mais je peux le comprendre, oui, tout à fait. Je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, c'est vrai que dans mon équipe au parquet, donc avec moi, nous sommes 8, donc j'ai 7 collègues. J'ai un collègue qui est originaire du Fénois, un enfant du pays. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y en ait plus, mais alors, pour ce faire, il faut vraiment susciter des vocations, justement, faire en sorte que l'Université de la Polynésie française encourage les jeunes du Fénois à oser passer le concours de l'École nationale de la magistrature. Il faut oser. Qui ose va. Faut pas avoir comment dire, faut pas se mettre des barrières. C'est passionnant cet entretien. On va malheureusement être obligé d'y mettre fin dans quelques instants avec peut-être quelques sujets sur lesquels Damien tu voulais revenir. Il y a eu une crise récemment, notamment du côté de cette DTPN et de la police nationale, avec quelque chose justement pour rattacher ça au fait de cette justice française avec la nomination d'un directeur polynésien qui avait vraiment été salué par tout le monde.
monde et puis qui finalement va a priori être de courte durée, a été de courte durée puisque son successeur vient d'être nommé. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez un avis, vous intervenez dans ces conflits? Non, déjà, le commissaire auquel vous faites allusion, il est directeur adjoint. Le directeur est toujours Monsieur Mario Banner. Tant que ça ne lui est pas signifié, oui. Voilà. Ensuite, moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai pu travailler en étroite collaboration avec le commissaire divisionnaire Mario Banner. On était voisins. Ce qui est agréable ici, le palais de justice est à côté de l'hôtel de police. J'ai toujours eu les meilleures relations avec Mario Banner, qui connaissait bien effectivement son boulot et qui, étant d'ici, effectivement, m'a permis, en tout cas, moi, d'avoir certains codes et de désamorcer des situations critiques. Donc moi, j'étais très heureux de travailler avec Mario Banner. Pour le reste, m'appartient pas de dire quoi que ce soit sur ce que j'ai pu lire à travers la presse. On a connu quelques turbulences. On a connu des turbulences. Oui, et des erreurs de mail et tout ça. On ne choisit pas revenir sur des choses, sur ces choses Voilà. plutôt internes. Hervé Leroy, merci beaucoup, Monsieur le procureur de la République, d'avoir été le premier à participer Je suis ravi d'être le premier. à cette Dépêche TV. Juste J'espère pour conclure. parce que vous connaissez le proverbe, hein, les premiers seront les derniers. Ouais. J'espère que ça sera pas le cas pour moi. On verra ça, on verra ça. Vous avez eu l'occasion de dire récemment dans une interview déjà un petit peu bilan que vous n'aviez pas vu passer. Non, j'ai C'est pas vu cette passer le année. temps. Franchement, j'ai Est-ce pas que vu vous passer le comprenez temps. que des gens les ont sentis passer en revanche? Eu égard à ma présence ici. Oui, je comprends. Oui, non, tout à fait. Mais ça, oui, bah, c'est une évidence, oui. Mais moi, j'ai pas vu le temps passer ici. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur la Polynésie. Métier, ce sera la dernière question. Qu'est-ce que vous avez découvert en Polynésie qui vous a passionné? Est-ce que vous êtes un passionné de fleurs, un passionné de pêche sous-marine, un passionné, je ne sais pas. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais fatigué psychologiquement et physiquement. J'étais à Nice, vous le savez, j'avais vécu les attentats sur le terrain du 14 juillet, des années dures, 2015-2016, et puis cette espèce de catastrophe le 14 juillet. Donc, quand je suis arrivé ici, j'étais fatigué et je me suis retrouvé. Moi, ce qui m'impressionne ici, c'est la beauté des paysages. Des paysages merveilleux. Je ne me lasse pas de regarder le lagon, l'océan Pacifique. Il n'est pas si pacifique que ça, d'ailleurs. Faut vraiment connaître l'océan Pacifique. Et puis, encore une fois, je le dis, et c'est pas une flatterie, c'est la simplicité des gens et leur gentillesse. On vous prend comme vous êtes. Vous êtes gros, vous êtes gros. Vous êtes mince, vous êtes mince. Vous êtes petit, vous êtes petit. Vous êtes grand, vous êtes grand. Ouais, vous avez la couleur de la peau que vous avez. Et voilà, on est dans la gentillesse, dans la simplicité. Voilà, et ça me plaît ça. Et je trouve que dans l'Hexagone, effectivement, on a perdu cette simplicité et comment dirais-je, la courtoisie. Enfin, ici, on vous sourit, on vous dit bonjour. Dans l'Hexagone, vous dites bonjour à quelqu'un, il vous regarde, il dit bonjour. Je veux dire, c'est quand même triste. Donc c'est un peu ici ma Madeleine de Proust aussi, la Polynésie. J'ai retrouvé ce que j'avais connu étant gamin. Voilà. Bon, on vous souhaite que ça continue et que ça dure. Hervé Leroy, procureur de la République. Merci d'avoir été avec nous. On sera heureux avec Damien de vous retrouver pour un prochain rendez-vous donc de Dépêche TV. Si tout va bien fin de mois, logiquement, on devrait se retrouver avec un sénateur. On en reparle très bientôt. Merci Damien. Merci Monsieur le procureur. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.